Salut les Gones, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du podcast, du Gonecast, pardon, ça commence bien. Saison 3, épisode 8. Cette fois-ci, on se retrouve comme d'habitude pour débattre tous ensemble sur l'actualité autour de l'Olympique Lyonnais avec toute l'équipe et les invités. Juste avant de vous proposer le programme d'aujourd'hui, je vais quand même vous rappeler que vous pouvez toujours nous suivre, que ce soit sur Twitch ou sur Twitter, Inside Gone, comme d'habitude. Je vous invite aussi à réagir, soit sur Twitch, dans les commentaires, on essaiera de lire les commentaires pour essayer de vous faire débattre, pour essayer de vous inclure un peu plus dans le débat le plus possible, à la fois sur Twitch et sur Twitter avec le hashtag Gonecast. On est très très proche des 40 000 abonnés. On est vraiment genre à 3 abonnés des 40 000. Donc si vous êtes sage, si tout se passe bien, on vous fera gagner quelques trucs sur Twitter. Ça se passera sur Twitter. Pour l'instant, je peux pas vous dire ce qu'on vous fait gagner. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà le cas. Et bon avec de la chance, ça tombera peut-être sur vous. Le programme de ce soir, on commencera par bien évidemment un débrief sur le match précédent contre Monaco, 4-1. L'OL qui a bel et bien gagné de 3 buts d'écart contre une équipe de Ligue 1. Ça sonne assez fou comme ça, mais c'est exactement ce qui s'est passé et on va pouvoir en débattre tous ensemble. Juste après, on fera un débat un peu global sur le début de saison de l'OL. On parlera du mercato, si les recrues qui sont arrivées sont celles que l'OL avait besoin, ce qu'il faut pour que certains joueurs puissent se remettre dans la boucle. Beaucoup de questions qu'on va se poser tous ensemble, aussi bien nous qu'avec vous, bien sûr. Pour finir cette émission, on parlera bien sûr du cas Moussa Dembélé, Moussa Dembélé qui n'a pas de super stats cette saison. En même temps, il joue un peu moins. On va essayer de décrypter un peu toute cette problématique. Et pour finir, bien sûr, on fera un petit preview du prochain match de l'OL qui sera contre Lille. Mon équipe de ce soir, je pense que j'ai l'une des plus belles équipes que je peux avoir, surtout qu'on a tous des cams. Ça peut paraître fou, mais c'est la première fois cette saison que ça arrive. Si ça, c'est pas de la stat, les gars. Bon. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Et il n'y a pas que ça qui est magnifique. Il y a toi, Max. Comment ça va, Max? Écoute, quelle transition incroyable. Ça va très très bien. J'espère que tout le monde va bien aussi, que nos auditeurs sont en pleine forme. Après cette belle victoire d'hier, enfin belle, le résultat est beau. On va discuter un peu plus de la manière, je pense, lors de ce Gonecast, mais tout va bien, nickel. Écoute, si toi tu vas bien et que tu as passé un bon week-end avec un bon score, mais un match un peu soporifique, on va dire, de l'OL, écoute, si toi ça t'a plu, nous aussi ça nous a plu, j'ai envie de te dire. Mon second chroniqueur, mon second consultant, on peut plus trop lui parler depuis qu'il fait des podcasts avec Bruno Constant, j'ai remarqué. Il est assez dur à avoir en ce moment. C'est Loïs. Comment ça va, Loïs? Ça va très bien. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que toi, ça va bien, Marlon. Et puis, j'espère qu'on va pas tous s'ouvrir les veines pendant le récap du match contre Monaco parce que c'était vraiment très très bien. Écoute, merci. C'est une bonne preview. Ça donne envie, là. Franchement, ça donne envie de rentrer dans ce podcast, là. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et mon invité du soir, quelqu'un qu'on n'a jamais eu encore une fois. Là, on est en train de dérouler un peu. On n'a que des invités assez inédits en ce moment. Cette fois-ci, on en a un nouveau, journaliste à l'équipe, créateur du Libéro Lyon. D'ailleurs, on a une pensée pour le Libéro Lyon qui nous regarde de là-haut. Enfin, le compte Twitter qui nous regarde de là-haut, en tout cas. C'est Pierre Prugnot. Comment ça va, Pierre? Ça va bien. Merci pour l'invite, en tout cas. Avec grand plaisir. C'était complètement normal de t'avoir avec nous et je me voyais pas faire une saison entière sans t'avoir. Évidemment, tu fais partie de la liste des gens qui nous intéressent, donc on est très content de te recevoir. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Puis en plus, un épisode 100% de caméra, donc je participe à un moment d'histoire. Vu ma maîtrise. Tu rentres déjà dans l'histoire et ça c'est fou parce que les premiers. C'est la deuxième fois que tu rentres dans l'histoire. La première fois,
c'était pour le maillot de Balouli derrière que t'as. Maillot de Balouli avec une faute d'orthographe. Je sais pas si vous, dans le chat, on a vu ça. Moi, j'avoue que je l'avais pas vu avant que tu me le dises, parce que vraiment, faut se rapprocher de l'écran, faut vraiment bien ouvrir l'œil. Mais non seulement avoir un maillot de Balouli, c'est quand même quelque chose d'assez original, mais alors avoir un maillot de Balouli avec une faute d'orthographe. Ouais, c'est un cadeau de Martin Perriche là sur Twitter. Et je pense qu'il a dû retrouver ça d'occasion et ça devait être déjà un AliExpress à la base, donc mais ça le rend encore plus mythique. Mais il ne doit pas y avoir énormément de monde non plus qui ont le maillot avec la bonne. Ah non, mais je te le confirme. Hein. Moi, je vais au stade des fois. Moi, j'y vais sûrement moins que vous, hein, mais j'ai jamais vu encore. J'ai jamais vu ça. Je crois que même dans tous les autres clubs où il a joué, il n'y a personne qui l'a. Hein, donc, c'est un tort. Et bah, écoute, on est vraiment content de t'avoir et on va essayer de passer une bonne émission tous ensemble malgré un match un peu bizarre quand même de l'Olympique Lyonnais qu'on a eu hier. Victoire 4-1 au Groupama Stadium dans un stade à moitié vide, hein, comme d'habitude. Première mi-temps, ça s'est très bien déroulé puisque l'OL s'en sort avec 4 buts à la mi-temps. Ouverture du score à la 12e de Memphis Depay. Deuxième but de Carl Toko Ekambi à la 34e sur une passe décisive de Tino Kadewere. Oussem Aouar pour le 3-0 sur penalty à la 41e et à la 44e, doublé de Carl Toko Ekambi. Je sais plus ce qu'on s'était dit, Maxime, Loïs, lequel d'entre vous m'a... Ouais, je sens que Maxime est pas chaud, je vais y aller, il n'y a pas de souci. Ouais, vas-y Loïs, c'est parfait. Je t'en sors bien. Le truc qui est génial avec ce match, c'est que l'OL est nul, mais on est tombé sur plus nul. Et ça, c'est beau. Parce que si Monaco, dans un bon soir, mais ne serait-ce qu'une ou deux de leurs actions, parce qu'ils ont des actions, ce qu'on dit pas, c'est que Lopez sort des belles parades, on est en danger 2-3 fois, ça peut très bien faire 3-0 Monaco, et là, on est mal. Sauf que ils mettent pas leurs occasions, leur défense est abyssale. Sur le premier but, on joue très bien le contre. Kadewere fait un très belle passe pour Aouar qui en une touche donne pour Memphis. Voilà, il faut pas. Le score, pour moi, il est trompeur. On a 26% de possession en première mi-temps. Ça m'avait marqué. Toko Ekambi, sur ses 2 buts, il a de la chance. Même si sur son premier but, il fait le bon geste, mais il a de la chance que ça dribble et que ça lui revienne bien. Sur le deuxième, par contre, il loupe son contrôle. Les 2 défenseurs de Monaco, ils se percutent, la balle lui revient. Enfin bref, un scandale pas possible. Donc, il y avait un alignement des planètes sur cette première mi-temps qui était quand même assez magistral. En deuxième mi-temps, bon, Monaco marque d'entrée et après, c'est un match chiant. Mais voilà, c'est compliqué de tirer des enseignements. Oui, on a su profiter des largesses défensives de Monaco. Est-ce qu'après, on peut construire là-dessus? Non, parce que Monaco, c'est une équipe qui est joueuse et c'est une des rares équipes qui est joueuse, ce qui va un peu avec ce que veut faire Garcia. Le problème, c'est qu'en Ligue 1, l'immense majorité, c'est des blocs bas et on est nul. Donc, ça ne change rien au problème qu'on avait avant. Écoute, merci de nous avoir résumé un peu ce match. C'est vrai qu'il y a eu très peu de possession pour l'OL dans le match. Pas que en première mi-temps, hein, parce que en fait, globalement, Monaco a toujours gardé plus la balle que l'OL. Moi, j'ai 66% de possession de balle pour Monaco dans les statistiques du match dans son entièreté. Il y a quand même 18 frappes de Monaco contre 15 pour l'OL. 6 cadrés pour l'OL et 5 pour Monaco. Maxime, est-ce que tu as l'impression quand même que l'OL s'en sort bien, malgré le fait que Monaco en face, bon, pour ceux qui regardent les matchs de Monaco, il y a un gros problème, c'est que Ben Yedder, ça a beau être un joueur fantastique, en Ligue 1, il va mettre son quota de buts, ça on le sait tous, mais ça reste quand même un mec qui est pas très bien soutenu, qui n'a pas son deuxième attaquant avec lui, comme l'année dernière, il avait Slimani. Est-ce que tu penses quand même que l'OL aurait pu complètement perdre ce match, complètement vivre une déroute, je sais pas. Est-ce que tu penses que 4-1 c'est cher payé pour ce match? C'est difficile d'avoir des certitudes avec l'OL en fait quand on démarre un match. Je pense que c'est ça qui est le plus beau avec cette équipe. C'est quand tu allumes ta télé, tu sais pas ce que ça va donner parce qu'on n'a vraiment aucune certitude et on navigue à vue depuis quelques saisons maintenant. Après, sur le match d'hier, je pense que la différence a s'est fait en termes d'effectifs. Aujourd'hui, l'effectif lyonnais, quand même, pour jouer la Ligue 1, est quand même très, très bien armé, surtout offensivement. On a des joueurs qui ont
Enfin, il y a Memphis, il y a Oussem, mais même on parle souvent de Toko Ekambi, mais ça reste un joueur quand même pour la Ligue 1 qui a un niveau quand même très intéressant, surtout entouré de grands joueurs. La différence pour moi, elle s'est faite sur le terrain avec les joueurs hier. Tout simplement, l'effectif lyonnais est meilleur. On a eu de la chance, mais comme d'habitude, on va dire l'OL face à une équipe à qui on laisse le contrôle, on va s'en sortir c'est là où l'OL est le meilleur en contre-attaque avec des joueurs d'une qualité individuelle supérieure quand il y a des espaces. Et ensuite, ça déroule, ça marque des buts. Et puis derrière, quand tu mènes 4-0 à la mi-temps, t'es forcément avantagé par rapport à ça. Derrière Monaco, c'est très 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 difficile de revenir pour eux, même s'il y a une maîtrise dans le jeu indéniable, qui était en tout cas bien supérieure de leur côté. On a eu de la chance, on a su profiter des occasions qu'on a eues, et puis globalement l'effectif est meilleur, donc nos individualités ont fait la différence encore une fois. Moi, il y a un joueur qui me plaît énormément dans cette équipe de l'OL. C'est bien sûr Memphis Depay. On parle quand même d'un joueur qui était carrément sur la sellette en cette période de mercato. Le dernier jour, on a eu une vraie frayeur. On pensait vraiment qu'il allait signer au Barça. Bon, pendant tout le mercato, on pensait qu'il allait signer au Barça. Il y a eu des moments où c'était chaud, des moments où c'était moins chaud. Et le dernier jour, ça a été vraiment compliqué. On pensait vraiment qu'on allait perdre notre numéro 10 capitaine de l'OL. Finalement, il est resté et il a déclaré là aujourd'hui aujourd'hui ou hier, que le mercato n'a jamais été dans sa tête, qu'il a toujours été, qu'à partir du moment où il est joueur de l'OL, en fait, il est concentré sur l'OL, tout ça. Et il le prouve mine de rien. Il marque hier, il fait 3 passes D la semaine dernière. Qu'est-ce que tu penses, toi, Pierre, de Memphis Depay en ce début de saison, malgré le fait qu'il lui reste qu'un an de contrat et que de toute façon, on va le perdre. On va le perdre, que ce soit cet hiver ou l'été prochain. On sait qu'il va partir, mais je trouve quand même qu'il est vachement exemplaire. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Pierre? Ouais, c'est un joueur qui est très professionnel. Et on s'était posé la question seulement au moment le dernier jour du mercato. C'est bien de garder Memphis, mais est-ce qu'il sera là dans sa tête, quoi. Et moi, j'en ai jamais douté parce que de toute façon, il a toujours été pro et il est sur le terrain. Parfois, son comportement peut agacer, ce qui peut y avoir des excès d'individualisme ou 2-3 trucs comme ça qui peuvent parfois, sur lequel on peut le critiquer éventuellement, mais pas du tout sur son hygiène de vie en dehors et son implication sur le terrain. Donc, et en plus, il a d'autres intérêts, c'est-à-dire il faut qu'il gagne quand même sa place en sélection, et puis il voudra s'offrir un beau transfert l'été prochain. Donc lui, j'ai jamais douté du fait qu'il serait bon. Bon, après, là, il s'est quand même pas mal éclaté depuis le début de saison contre des équipes. Enfin, les 3 victoires de l'OL, c'est 3 équipes qui est très mal défendues. Donc Dijon, Strasbourg et Monaco. Il leur a fait très mal. Après, il faudra voir ce que ça a donné dans les. Je l'attends beaucoup plus dimanche contre Lille, par exemple, pour voir ce qu'il va donner dans un gros match. Il a déjà fait des gros matchs, j'entends bien, mais depuis son retour de blessure, on n'a pas encore trop vu ça, quoi. Donc il a un peu raté son Final 8 et tout. Enfin, raté, il était assez neutre, on va dire. Et donc on saura dimanche prochain où il en est vraiment. Mais par contre, non, j'ai jamais douté de son application. Ouais, c'est vrai que son application m'a toujours étonné, que ce soit un Lyon avec un bon visage ou un mauvais visage. Je trouve qu'il a globalement toujours été au rendez-vous. Il y a une stat qui le prouve, mine de rien, c'est que Memphis, cette saison, il est impliqué sur 58% des buts lyonnais. Donc plus de la moitié. C'est assez fou de dire qu'un seul mec qui, mine de rien, a été remplaçant quand même sur pas mal de matchs, qui tourne beaucoup avec beaucoup de joueurs. Il y a quand même Kartofé Ekambi, Moussa Dembélé, Kadewere. Il y a beaucoup de joueurs devant, ça tourne beaucoup, et lui, il est quasiment toujours impliqué sur les buts. Et je trouve ça assez phénoménal. Le constat que je fais suite à cette victoire, c'est que Lyon se retrouve 6e en Ligue 1, ce que je trouve assez fou parce qu'il y a eu quand même pas mal de matchs nuls, quelques défaites. Lyon se retrouve 6e avec 13 points. Est-ce que sur le début de saison qu'on a vu, est-ce que sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, Loïs, est-ce que tu penses que ce Lyon-là peut se hisser dans les 3-4 premières places en Ligue 1?
Alors déjà, pour rectifier ce que tu as dit, avec l'OL, il n'y a que des matchs nuls, mais tout dépend de comment tu le formules. C'est vrai, c'est vrai. En fait, je les vis tellement comme une défaite que pour moi, c'est des défaites, forcément. Après, est-ce que Lyon peut aller dans le top 3? J'en sais rien, puisque comme disait Max, c'est tellement imprévisible que là, contre Lille, on peut gagner 5-0, comme on peut en prendre 3, comme on peut faire un partout, comme on peut faire 1-0 à la dernière minute. On ne sait pas, on n'a pas de certitude. Est-ce que Lyon doit être dans le top 3? Par contre, oui. Enfin, c'est inévitable et c'est le seul objectif qui doit être. Ça doit être deuxième pour moi. Pour moi, l'OL, c'est la deuxième force en France. Et si l'OL n'est pas deuxième, c'est un échec. S'ils sont troisième, ce sera un semi-échec. Et s'ils sont moins que troisième, c'est un gros échec. Est-ce que l'OL va pouvoir le faire avec le pas de fond de jeu qu'on a et la rotation qui est assez bizarre, la gestion de l'effectif, le fait qu'on galère toujours contre des blocs bas, etc., etc. Je suis incapable de le dire au moment où on parle. Parce qu'on peut très bien enchaîner 7 victoires de suite comme 7 défaites de suite. On est imprévisible. Il y a un commentaire qui résume plutôt bien ce qu'on a vécu hier contre Monaco. C'est Riyadao qui dit soyons clairs, hier Monaco a super mal joué, on sentait qu'ils allaient craquer, il y a 0 leçon à tirer sur le match en lui-même. Maxime, est-ce que tu penses qu'il y a du bon à tirer sur tous les matchs qu'on a joués en ce début de saison? Parce que j'ai l'impression que tous les matchs qu'on a réussi à gagner, en face, il n'y avait pas grand monde. Donc c'est compliqué d'apprendre quoi que ce soit sur l'OL quand les 3 victoires qu'on a, elles sont pas non plus très méritées, quoi. En même temps aussi, cette saison, on a une particularité, c'est qu'on va jouer que le championnat, enfin et la Coupe de France, mais globalement, on n'aura que le championnat qui sera donc du coup le seul moyen d'aller en Ligue des Champions. Et le niveau du championnat de France est quand même malheureusement pas très élevé, donc faut pas non plus s'attendre à des matchs références en termes de jeu, je pense, de l'OL cette année. L'avantage de ces victoires-là, ça reste pour moi la confiance que ça peut donner au groupe. On a l'impression quand même l'année dernière, après les matchs en Ligue des Champions, que c'est un groupe qui tire énormément de choses à travers la confiance et l'énergie que ça peut procurer dans le groupe. Là, au moins, si ça peut permettre d'avoir une sorte de série avec des joueurs installés dans le 11 et une certaine continuité, on peut toujours prendre ça. Après, savoir qu'est-ce qu'on peut tirer d'une victoire comme hier, c'est compliqué. C'était une équipe qui était très faible défensivement. À chaque fois qu'on a attaqué, on a marqué. On va jouer contre des équipes qui vont être beaucoup plus difficiles à manier et surtout savoir quel visage on aura quand on devra avoir le ballon dans les pieds, ça sera différent. Un match comme Lille, comme Louis a dit, ça peut tourner dans tous les sens. On a un effectif avec des grands joueurs. On peut très bien avoir une grosse victoire comme tout simplement avoir une grosse défaite ou un match nul complètement fade. Donc c'est très compliqué d'avoir des certitudes, en tout cas de jeu. Comme j'ai dit, le seul avantage que je pourrais voir là-dedans, c'est la confiance que ça peut donner aux joueurs et se dire que ces joueurs-là peuvent enchaîner. Vous devinerez jamais ce que je viens de voir. Je vous avais dit tout à l'heure qu'on était à 3 abonnés des 40 000. Et vous savez quoi? On a perdu 2 abonnés. Donc on est à 5 abonnés. C'est con, hein? Crucifié. La magie de Twitter, voilà. Je peux pas vous expliquer pourquoi, mais bon. Écoutez, j'espère qu'on réussira quand même à les passer ce soir. Merci à vous de nous suivre. Je vois qu'il y a quand même quelques noms qui reviennent. Il y a quand même quelques habitués. Il y a Ouzdatflow sur Twitch qui nous dit « Victoire 4-1 qui vaut une défaite 2-1 dans le jeu, quelle tristesse ». Et Riyadao qui nous laisse ce dernier commentaire « Monaco défendait très haut ». Oh la vache. Pour le show qui nous lâche un commentaire de 3 mètres de long, il m'a fait perdre le fil. Monaco défendait très haut et très mal, donc c'était très facile d'aller dans le dos de la défense. Les 2 premiers buts en témoignent. Dès qu'on jouait face à une équipe qui défend plus bas, c'est impossible d'aller dans le dos parce qu'on s'attaque très mal en attaque placée. Pierre, je vais te poser une question. Encore une fois, hier, on a eu droit à un trio devant. Le trio qu'on a droit à chaque fois, hein. Enfin récemment en tout cas, Kadewere, Kartoko Ekambi et Memphis Depay. Est-ce que toi t'es pas séduit? Je vais pas te demander de me dire ça parce que je veux pas que tu
je veux pas voir de sourire jaune, tu vois, mais enfin, est-ce que toi, ça te convient pour la suite de la saison, même si on a quand même un Moussa Dembélé qui est pas en confiance, mais qui pourrait peut-être la retrouver plus tard dans la saison? Moussa Dembélé, de toute façon, si Garcia reste sur son 4-3-3, je pense qu'il va pas avoir beaucoup de place, quoi, dans l'absolu. Parce que je vois pas comment Memphis peut être ailleurs que en 9, et je vois pas comment il peut se permettre, donc s'il met Memphis en 10, comment il peut se permettre d'avoir que ces deux milieux, alors que c'est là où il y a le plus de talent. Donc le 4-3-3, je le trouve pas mal, juste j'échangerais bien un Toko contre un joueur un peu plus créatif qui pourrait transformer le 4-3-3 en une sorte de losange, quoi, une sorte de 4-3-3 asymétrique avec un joueur de profil Aouar ou Cherki à gauche et un deuxième vrai neuf de l'autre côté. Ça me convient pas mal, sachant que Kadewere assure pas mal dans ce rôle d'ailier qui a priori pas le sien. Et donc je trouve j'aime bien cette formule-là. Alors que je voyais pas du tout qu'il pouvait jouer à droite avant d'y voir Kadewere. Donc je pense que ça peut tourner, c'est un système que Garcia maîtrise bien, c'est celui qui maîtrise le mieux. Et c'est un système qui permettrait de jouer avec 4 milieux. Et vu le niveau technique des 4 milieux, donc les 4 principaux, on va dire les titulaires, ce serait Bruno, Cacré, Paqueta, Aouar. Et si on rajoute les 3 autres, les suivants, quoi, Thiago, Jean-Lucas et j'en oublie peut-être un. C'est ce qui leur convient à tous le mieux. Donc je trouve que à mon avis, ça me paraît être la meilleure formule. Après, tu parles du milieu de terrain, pardon Marlon, mais vas-y. Hier, il y a un truc qui était assez flagrant sur le milieu de terrain, c'est qu'il servait à rien. C'est qu'on était limite en 4-2-4, avec Aouar qui était complètement offensif, avec donc le trio. Paqueta, il était limite latéral droit tout le temps, parce qu'on l'a vu revenir souvent, soutenir Dubois, etc. Le pauvre Mendes, il est au milieu de tout, et il ne sait pas s'il doit rester en défense, s'il doit monter, et on le servait presque jamais. Il essayait d'être à la récupération, mais après, ça partait tellement vite qu'au final, il n'était pas super utile. Donc, j'ai l'impression qu'on ne joue pas avec nos armes et qu'on était limite en 5-0-5 hier, c'est-à-dire qu'on avait 5 défenseurs, 5 joueurs offensifs et qu'après, démerdez-vous, tellement on se projetait vite. Et on l'a vu après sur les changements deuxième mi-temps, je crois qu'on est limite passé en 4-2-4, mais vraiment assumé. Donc, tu te dis, on a une richesse au milieu de terrain qui est quand même... Enfin, il faut être aveugle pour pas l'avoir, mais tu construis pas avec. Donc c'est assez terrible quand même comme constat. C'est que tu as fait la liste des joueurs qu'on a au milieu de terrain. Je pense que ça en ferait rêver pas mal en Ligue 1 et même en Europe. Et ça sert pas. Et c'est triste quand même. Non, mais ça on est complètement d'accord. Je vais juste revenir sur un truc que tu as dit, Pierre. Il y a un joueur que toi, tu ne retiens pas dans ton trio offensif. C'est Kartové Kambi. Alors c'est vrai que forcément, c'est pas le joueur le plus séduisant qu'on a à l'OL, c'est sûr. Mais ça reste quand même quelqu'un qui a mis 4 buts depuis le retour de la trêve internationale, donc un doublé hier et un doublé la semaine dernière. Le fait qu'il soit en forme, toi, ça te motive pas à le pousser à continuer comme ça? Oui, il est en forme pour une forme de réussite, mais après, justement, je disais que, pour rebondir sur ce que disait Loïs, je pense que dans une équipe qui doit avoir plus le contrôle du ballon, c'est un joueur qui me paraît moins utile, en tout cas dans le 11 de départ. Après, qu'il fasse partie qu'il ait complètement sa place dans les 15, oui, pas de problème. Enfin, je veux dire, voilà, mais je le mettrai pas dans mon équipe de match de gala, quoi. Et, après, oui, dans un match comme hier, il faut absolument des flèches. Il sera plus fort pour prendre la profondeur qu'Aouar ou je sais pas qui va jouer à gauche ou Paqueta éventuellement, je sais pas. Donc oui, c'est peut-être plus utile dans un match comme celui d'hier, mais le truc c'est que le match d'hier, comme on disait tout à l'heure, il sert à rien sur 80% des configurations de la saison. Donc à part mettre les attaquants en confiance, ce qui est plutôt bien, finalement c'est peut-être même mieux de commencer par mettre les attaquants en confiance et après de créer une base collective. Après, il faudra voir si on passe un jour à cette fameuse phase 2. Il y a 2 joueurs qui sont de retour, on va dire, dans l'effectif. Un sur le plus long terme et un hier qui a vraiment fait son retour, puisque Denayer était absent, c'était Diomandé. Comment est-ce qu'on a trouvé la performance de Diomandé hier dans ce match, même si Monaco a pas été très dangereux en première mi-temps, un peu plus quand même en deuxième mi-temps.
simplement, comment est-ce qu'on a trouvé la performance de Salih Diomandé, Maxime? Après, Diomandé, c'est une bonne petite surprise et un bon point pour l'effectif parce que justement à ce poste de défenseur, je pense que tout le monde attendait un peu une recrue dans l'axe pour épauler Denayer. Bon, malheureusement, Denayer, il a l'air d'être sur plutôt une forme descendante depuis pas mal de temps. Donc hier, la charnière avec Marcelo, c'était intéressant. C'est un profil qui est intéressant. Après, c'est à voir si dans le temps, ça peut s'installer à côté de Denayer ou savoir qu'est-ce que Garcia préfère, installer une charnière Marcelo, Diomandé ou vraiment l'utiliser comme troisième joueur, comme joker. Mais c'est un joueur qui rentrait à plusieurs reprises, même dans les matchs précédents, qui a été utilisé à droite aussi. Donc c'est plutôt un profil d'avenir en tout cas. Donc c'est bien qu'il lui fasse confiance. Maintenant après ça, comme hier, on peut pas vraiment juger quoi. C'était quand même très timide en face, très faible. Il faudrait voir dans un match où l'OL subit plus ce qu'il est capable de sortir comme performance. Sachant qu'hier, il est un peu coupable sur je trouve qu'il est pas super au marquage sur la tête de, c'est Chouameni, la première tête là. Là non, l'arrêt de Lopez avant le but justement. Et il est pas hyper bien placé. Après sur le péno, il se fait un peu avoir complètement. Donc sur sa perf d'hier, il y a 2-3 bémols, mais globalement sur l'ensemble, on voit bien que, c'est très bien que pour l'OL d'avoir, on va dire, ce joueur-là dans ces trois centraux, pour deux postes quoi. C'est exactement ce qu'il faudrait tout le temps. Et oui, j'ai bien confiance en lui. Et je peux pas te dire si c'est lui qui va s'installer ou s'il fera que 18 ou 20 matchs, mais en tout cas les jours où il rentrera, s'il garde sur la dynamique de ce qu'on a vu depuis le début de saison, ça ferait pas du tout. On serait complètement confiant. La chance qu'il a, c'est qu'il fait une grosse erreur sur le penalty et que ça coûte rien. Parce que c'est une faute qui est un peu débile, il faut qu'on se le dise. Il se fait avoir comme un bleu. C'est une erreur de jeunesse. Il est jeune. Non, mais voilà, il est jeune et il a de la chance de la faire dans un match où on mène 4-0 et que l'adversaire est pas au mieux. Donc tant mieux qu'il fasse ses erreurs et comme ça il peut apprendre en se disant sur le placement, etc. Mais lui, il est dans un match à 4 avec 4 centraux et il sait que dans la tête du coach et ça pèsera. C'est une connerie qui comptera un peu. Quoi. Ça comptera un peu. Après, si le coach est intelligent, il peut pas. Il lui fait comprendre que il a merdé, etc. Mais t'es pédagogue et tu dis voilà, t'as fait une erreur, ça arrive, machin. Et tu dis bien. Et tu lui montres quand même que tu restes dans la rotation, tu le bannis pas, parce qu'on est capable de voir des entraîneurs qui le dégageraient parce qu'il a fait ça dans un match qui sert à rien. On l'a déjà vu à l'OL, des choix des fois complètement sortis du chapeau. Tu fais mais pourquoi ? Donc je me méfie toujours avec les gens qui sont sur le banc. C'est ça, c'est le risque avec Garcia, c'est que à la moindre petite bourde, surtout d'un jeune, on connaît sa capacité à vraiment des fois montrer son manque de pédagogie à Rudy Garcia. On ne sait pas ce qui peut se passer. Là par exemple, je sais qu'hier, c'est un autre cas, mais par exemple, le fait que Ryan Cherki ne rentre pas du tout en jeu, alors qu'on avait la victoire complètement... on avait le match gagné, on aurait pu espérer quelques minutes de Ryan Cherki, par exemple, hier. On va en parler, je pense, plus tard, mais le point négatif principal de Rudy Garcia, au-delà du jeu, c'est aussi sa gestion, je trouve, de l'effectif. Là, il va avoir un effectif quand même avec énormément de joueurs dans le groupe. C'est pas sa force, un effectif qui va jouer très peu de compétition, donc avec une concurrence accrue. Est-ce que tout le monde aura sa chance ? Comment la chance va être donnée ? Est-ce que ça va être légitime ou pas, les chances qui vont être données à certains joueurs dans l'effectif ? C'est toujours les mêmes questions qui vont venir. Là, comme j'ai dit par rapport à la victoire contre Monaco et celle contre Strasbourg, c'est bien parce qu'on gagne. Donc, au final, on va dire que c'est le plus important. Mais dès que ça va commencer à perdre, dès que les résultats négatifs ou une mauvaise série va arriver, comment ce groupe-là très riche en nombre de joueurs va se comporter et comment Rudy Garcia va le gérer, pour moi, c'est la plus grosse incertitude de la saison avec l'Olympique Lyonnais. Bon, là, déjà, moi, je sais même pas. La défense type, pour l'instant, c'est Marcelo Denayer. Voilà, quand on donne un 11 dans de la saison. Et, mais par exemple, je suis pas du tout certain que c'est mieux que Sinali Belrami, par exemple. Après, en termes de gestion, on a bien vu le cas Reine Adélaïde. C'était très très bien géré tout ça. Donc il suffit qu'il y ait une mauvaise série, qu'il y en ait 2-3 qui commencent à l'ouvrir, on peut partir dans une spirale, ça peut être un enfer. Alors il semblerait que l'effectif qui soit là soit quand même composé de joueurs intelligents et
est bien entouré, ce qui fait que même si ça va pas, je pense qu'il n'y aura pas de déclaration qui mettrait le feu aux poudres. Mais bon, faut faire attention quand même, parce qu'on est beaucoup, il y en a qui vont demander à jouer. Enfin, tu parlais de Cherki, je suis d'accord, il doit jouer, mais Jean-Lucas, pour moi, il mériterait aussi d'avoir des minutes, parce que on mène 4-1 et qu'il doit être impliqué, qu'on ne sait pas si Mendes peut se blesser, Cacré peut se blesser, enfin, il peut y avoir multitude de blessures ou de cas Covid, cas contact, parce que on a vu que dans des clubs, ça s'enchaînait en série, donc on n'est pas à l'abri que Lyon, ça revienne. Et je suis d'accord avec ce que tu disais, Max, il les implique pas, et pour moi, c'est scandaleux, c'est un vrai scandale. Mais c'est pas le premier à faire ça à Lyon, par contre. Puis d'habitude, l'OL fait des saisons à, je sais pas quoi, 55-60 matchs. Là, c'est une saison à, pour l'instant, 39 matchs, quoi. C'est-à-dire les 30. Coupe de la Ligue, il n'y a pas de Coupe d'Europe, c'est 38 journées de Ligue 1, et pour l'instant, le 32e de finale de Coupe de France. Pour l'instant, c'est absolument tout. Donc, il y aura très peu de rotation, et effectivement, notamment au milieu, tu as raison, Jean-Lucas, on ne sait pas du tout s'il va faire 25 ou 3 matchs dans la saison. Et c'est le problème qu'on a soulevé tout à l'heure aussi par rapport à la manière de jouer de l'OL, ce 4-2-4. En tout cas, on sait que Rudy Garcia a des profils comme celui de Toko Ekambi ou encore Kalewere où ça va pas trop tourner, mais malheureusement, c'est pas le joueur, c'est pas le type de joueur où il a le plus en nombre dans l'effectif. Donc, les joueurs actuellement où l'effectif est quand même surchargé, c'est en termes de milieu à la création. Mais si déjà ta base en termes de jeu n'est pas de faire confiance à ce type de joueur-là, on va se retrouver avec un nombre de joueurs à ce poste-là. J'en parlais notamment avec Yanis Elbé au moment de l'arrivée de Paqueta. Pour moi, le fait que Oussama Aouar ne parte pas et qu'on recrute un joueur comme Paqueta, si ces joueurs-là, on les utilise pas ensemble, ça va mener quand même à de sérieux problèmes. Surtout que derrière, tu as Cacré, tu as Guimarès, qui vont aussi demander à avoir du temps de jeu. Par exemple, dans le 11 type que je voyais de Rudy Garcia, j'ai eu peur que Guimarès sorte de son 11 type. J'ai les signes lors du Final 8 de la manière dont il a joué, j'ai pas trouvé Guimarès à son aise dans cette manière de jouer. Et là, sur le début de saison, j'ai très peur, on verra pour la suite, mais en tout cas, qui est un bouchon au milieu, ça c'est sûr, mais comment il va le gérer et surtout comment des joueurs comme Guimarès, Cacré, Jean-Lucas, Oussama Aouar jouera, mais Paqueta, comment tout ça va pouvoir jouer ensemble et avoir des minutes, ça je suis très 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 sceptique. Après, il y a 6 milieux pour un 4-3-3, et encore si on rajoute un poste d'ailier qui peut convenir à. Donc en fait, ils sont pas trop pour un club comme l'OL sur le papier. Mais ça dépend comment tu vois, parce que regarde, si hier on part sur le 4-2-4, ou encore s'il aligne une nouvelle fois une défense à 3 comme il a fait dans le Final 8, tu te retrouves vite avec 2 milieux pour ce profil-là et 6 postes, et là ça commence à être compliqué. Avant de regarder un peu ce qui peut se passer pour les joueurs de l'OL dans le futur, on va se pencher un peu sur le passé. On va revenir très brièvement sur le début de saison. L'OL en est à 3 victoires, 4 matchs nuls et une défaite en Ligue 1. Simplement, voilà, c'est quand même un début de saison en demi-teinte. C'est pas le meilleur début de saison que l'OL ait fait. C'est pas celui que les supporters espéraient. Le premier truc qui fait que l'OL en est à ce point-là, c'est peut-être le mercato. Évidemment, l'OL n'a pas acheté tant de ça de joueurs. Ça se traduit par deux choses. La première, je pense, c'est le Covid. Bien évidemment, il y a beaucoup de clubs qui ont été impactés par le Covid et l'OL en fait partie. La deuxième chose, c'est aussi le départ, mine de rien, de Florian Maurice à Rennes, qui était l'un des facteurs déterminants au sein du staff lyonnais, celui qui trouvait un peu toutes les pépites, celui qui arrivait à les faire venir aussi. Je pense que Pellistri aurait pu arriver à l'OL beaucoup plus tôt, par exemple, dans ce mercato, au lieu d'aller à Manchester United le dernier jour. Parmi les joueurs qui sont arrivés, alors il y en a eu très peu. Il y a eu Belhamri, qui joue en Arabie Saoudite, qui a disputé la dernière CAN avec l'Algérie, qui l'a gagné d'ailleurs. Il y a Deciglio qui vient en prêt de la Juve. Il y a Paul Hersbeck, bien sûr, gardien remplaçant de l'Olympique Lyonnais, qui remplace du coup Tatarusanu parti au Milan. Il y a Oskar Cenk, alors je sais pas si je l'ai bien dit, bien sûr qu'on vous salue. Toujours aussi compliqué de dire vos noms, mais on vous salue quand même.
est arrivé chez les jeunes. Je suis pas sûr qu'on puisse, qu'on aura la chance de le voir cette saison. Carl Toko Ekambi, bien sûr, est arrivé à l'OL définitivement. Donc il a mis fin à nos espérances de le voir s'en aller loin de l'OL. Mais il est là, mine de rien, il marque, donc c'est le principal. Première question, bien sûr, est-ce qu'il y avait pas mieux à faire, Loïs, dans ce mercato? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres joueurs à aller chercher? Est-ce qu'il n'y avait pas des joueurs qu'on allait chercher et on n'en avait pas besoin? Si, il y en a un. Paqueta, bien sûr. Hein. Il y avait Paqueta qui est arrivé, bien sûr. C'est vrai. Pour moi, le recrutement de Paqueta, c'est une erreur monstrueuse. C'est une erreur magistrale. Ouais. C'est le board de l'OL qui a décidé de recruter pour pallier une vente qui n'est jamais arrivée. C'est quand même beau. Parce que je pense que Paqueta est venu pour remplacer le départ d'Aouar et ou Memphis. Sauf que les deux ne sont pas partis parce que d'un côté, Barcelone n'avait pas d'argent et de l'autre, j'ai l'impression que c'était compliqué avec le frère d'Oussem, Arsenal, enfin bref, des histoires d'agents toujours très, 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 très cool. Donc du coup, tu te retrouves dans une situation où tu recrutes un mec qui, je ne doute pas de son talent, hein, c'est pas du tout une question de talent pur ou de capacité à s'intégrer dans l'équipe. Je dis juste que là, on recrute un mec en mettant quand même une somme d'argent considérable, alors qu'on crie sur tous les toits que c'est compliqué et qu'on n'a pas une thune, dans un poste où on n'a pas besoin finalement. Et pour moi, c'est une erreur. C'est une grosse erreur parce que je pense qu'ils se voyaient tellement vendre Aouar qu'ils avaient prévu le coup, sauf que du coup, tu te retrouves avec un joueur de plus sur les bras. Et déjà que la gestion avant Paqueta, elle était compliquée au niveau des milieux de terrain, tu te retrouves avec un joueur de plus qui peut jouer milieu de terrain ou un peu plus offensif dans un secteur où il n'y a pas de rotation. Donc c'est un problème. C'est un gros problème pour moi. Non, moi je suis pas d'accord avec toi, Loïs. Mais je t'en prie, Pierre. Non, je ne trouve pas que ce soit un gros problème. Après, on peut toujours se poser la question du coût des 20 millions, mais tous les cas, Aouar, il partira l'été prochain. Donc, et puis, je veux dire, un club comme l'OL peut se permettre d'avoir le numéro 10. Si Aouar part et qu'ils ne font pas Paqueta, faire Paqueta. Donc, c'est vraiment un tic de verbal de journalistes, mercato. S'ils ne font pas venir Paqueta, il n'y a plus aucun meneur de jeu dans l'effectif, quoi. Donc, je veux dire, je préfère en avoir 2 que 0, déjà. Et puis, il y avait quand même un risque qu'Aouar se barre. Donc, après, ils ont préféré ne pas le brader et le garder. Mais c'est pas de l'argent foutu en l'air en soi. Et puis, après, il y a aussi un autre facteur, c'est que c'était un joueur très, très prometteur. Il a raté ses débuts en Europe. Après, il y a toujours le risque que ce soit une question de contexte ou d'adaptation, tout ça. Donc, tu récupères pour 20 millions un joueur qu'en valait qui avait signé pour 40 à l'époque. Donc il y a aussi une petite chance de valoriser, quoi. Après, Pierre, moi je pense que c'est un flop, mais ce que je veux dire, c'est que ça me paraît pas être une idée hyper farfelue. Et même aujourd'hui, quand je regarde la construction de l'effectif, je le trouve presque au milieu assez parfait. Il y a 2-6, il y a 2-8 droits, et puis il y a 2-10 aptes à jouer un peu centre et gauche. Donc je trouve que c'est un coup, clairement. Donc il y a peu de certitude, mais bon, pour un club comme l'OL, tu peux pas jamais trop avoir des achats de certitude. Et donc je trouve que c'est pas un coup qui me paraît fou, quoi. Moi, je suis d'accord un peu avec vous deux. À la fois, j'ai l'impression que Paqueta, non seulement va être une plus-value pour l'effectif, mais en plus, ce sera une plus-value financière quand il partira. Mais en même temps, j'ai envie de penser un peu comme Loïs et me dire que il est vraiment venu en cas de départ d'Aouar et Aouar est parti. Et ça reste quand même 20 millions d'euros, surtout en cette période-là. Je pense qu'ils auraient pu être réinvestis. Il nous a quittés, Pierre, c'est bon, ça, c'est bon. C'est un prix vraiment été vexé. Et en plus, j'allais rajouter que j'étais un peu de ton avis, Marlon. C'est-à-dire que je suis assez mitigé, moi aussi, sur ce mercato-là. Dans le sens où, pour moi, il y a un point fort dont on ne parle pas assez, c'est le fait qu'on se soit débarrassé vraiment de pas mal de joueurs qui faisaient bouchon dans l'effectif et qu'on désirait plus, à qui on donnait un peu trop de temps de jeu. Moi, je pense à des mecs comme Marsal, plus forcément voir Touzard à l'Olympique Lyonnais, des joueurs comme ça,
Touzard quand même qu'on a vendu, il me semble, pour 25 millions ou 30 millions à peu près. Donc c'est quand même très très fort ce qu'on a réussi à faire en termes de vente. Donc ça c'est bien. Après c'est vrai que c'est un fait, la recrute de Paqueta, elle était là pour pallier au départ de Houssem Aouar plus Houssem Aouar, parce que Loïs a dit et ou Depay, mais c'est quand même un poste bien différent. Plus pour moi le départ de Houssem Aouar. Maintenant après je préfère avoir Paqueta au milieu de terrain que aucun des deux, bien évidemment, mais même pour moi l'association des deux peut très bien donner. Mais comme on l'a dit précédemment dans le Gooncast, ça va poser des problèmes d'effectifs parce qu'il n'y a pas tant de compétition que ça à jouer. Cacré va vouloir avoir du temps de jeu dans sa progression, Guimarães va vouloir avoir du temps de jeu dans sa progression, Aouar va jouer, Paqueta va jouer. Est-ce que tout ce beau monde peut arriver à jouer en même temps? Est-ce que Rudy Garcia, dans son optique de jouer sur la confiance et la continuité, va arriver à remettre, on va dire, tout le monde et trouver une place pour tout le monde dans le 11? Là, ça va être compliqué. Donc voilà. Après, concernant le mercato dans sa globalité, je trouve qu'il a été quand même vraiment réussi pour cette fois-ci. Même si j'aurais préféré, dans un idéal, voir par exemple Maxwell Cornet partir très loin de Lyon, mais j'ai l'impression que ça va être plus compliqué que ça. Mais je le trouve quand même réussi et c'est prometteur de voir des joueurs comme d'un niveau de Paqueta venir à l'OL, et c'est aussi très prometteur de se dire que ça peut être associé à Houssem Aouar, à Guimarães, à Depay en termes de jeu. Après, voir comment tout ça va être animé, c'est une autre histoire. Mais non, mais Paqueta et Aouar, moi, quels que soient les compos que je dessine, et je les ai quasiment toujours tous les deux. Ouais, quoi. Mais sauf que c'est toi qui les dessines. Sauf qu'on a sur le banc un coach qui n'a pas de fond de jeu et qui change son dispositif tactique au petit bonheur la chance. Donc oui, mais même pour des coachs qui n'ont pas de fond de jeu, c'est des joueurs pratiques. Je veux dire, c'est des chiens et qui sont capables de faire la passe qui tue. Donc c'est ça. Ils ont un talent individuel tellement fort que même ils sont, on va dire entre guillemets, au-dessus du système ou de l'animation que tu vas dessiner. Donc c'est des joueurs qui, avec leur talent individuel, feront des différences. On verra peut-être jamais toute la possibilité de leur talent parce qu'il manquera quelque chose, mais par à-coup, comme ce qu'on fait avec Lyon depuis des années, on verra leur talent. Donc on peut toujours se consoler avec ça. Ouais, mais quand tu vois que sur le match que Monaco, tu as plus vu Lucas Paqueta défendre en arrière droit avec Dubois que d'utiliser justement ses qualités techniques dans la construction ou quelque chose, ou justement pour l'avant-dernière passe par exemple, bah ça fait déprimer. Tu te dis bah ouais, mais tu prends justement un mec qui est capable de entre guillemets foutre le feu, d'avoir la vision, la vista, de faire des passes pour créer, etc. Et tu le retrouves dans le coin droit parce qu'il est obligé de suppléer Dubois parce que Dubois, voilà, on va pas en parler sinon on va être tous très méchants, je pense. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors, certes, on va louer le fait qu'il fasse des efforts défensifs, qu'il revienne, et c'est une bonne chose. Mais c'est pas là que je veux le voir. Moi, je veux voir un type avec la tête haute, la balle au pied, en train de regarder, faire la passe qui casse des lignes pour lancer Tino ou Memphis ou KTE ou Dembélé, je sais pas. Mais ça doit être ce joueur qui doit aussi nous permettre d'aller vers l'avant et de créer quelque chose. Ça doit pas être le mec qui doit revenir dans notre camp pour aller gratter des ballons en défense dans nos 20 mètres. Mais ça après c'est une question d'animation. Bon, ça veut pas dire qu'ils n'ont pas mais ça veut pas dire qu'ils n'ont pas leur place, parce que je veux dire Paqueta, c'est comme Griezmann ou Pogba avec Deschamps. Je parle de ceux de 2018 par exemple. Ils sont bridés dans leur expression, mais ils savent très bien faire ce qu'on leur demande. Quoi. Pogba il récupère 80 ballons, d'accord. Il met 25 galettes en profondeur et Mbappé court très vite. Mais le truc, c'est que je exploiter les capacités des mecs, mais bon, et donc là, un mec comme Paqueta qui va gratter beaucoup de ballons. Alors, on voit beaucoup faire se battre. Après, j'ai pas suffisamment de recul pour voir s'il est efficace à la récupération, mais enfin, en tout cas, il se bat. C'est en fait, si on va lui demander essayer de gratter un maximum de ballons et de faire des passes en profondeur directe, des galettes. C'est sûr que c'est du gâchis, mais il peut aussi servir ce projet de jeu ou ce non-projet de jeu. Et Aouar, c'est à peu près pareil, quoi. L'année dernière, Aouar, il offre 4 victoires en faisant des débordements, ce qui est sa 5e qualité principale. Mais il sait le faire, c'est pratique. Vas-y, prends le ballon, élimine 3 mecs, et puis centre au 6 mètres pour Lucas Touzard.
Et puis, il y a aussi un joueur. Pas un projet de jeu qui fait rêver, mais bon, qui a déjà fait ses preuves. Il y a peut-être aussi un joueur qu'on avait un peu oublié, c'était Thiago Mendes. En tout cas, par rapport à tous ces milieux-là, on se disait que ça allait être difficile pour lui d'avoir du temps de jeu. Au final, sur le début de saison, il a l'air, Rudy Garcia a quand même, on a l'impression qu'il lui refait confiance, qu'il essaye de sortir de tout ça. Donc vraiment, moi, mon point d'interrogation principal, c'est comment on va voir Cacré, Guimarães, tout ça ensemble. Est-ce que au final, si on gagne les matchs, ça posera pas problème, puisqu'on dira aux joueurs, on a mis les meilleurs sur le terrain. Mais si des résultats négatifs arrivent au fil des semaines, savoir comment tout ce beau monde va arriver à vivre ensemble, c'est un effectif jeune, tout le monde veut jouer, tout le monde veut se mettre en valeur. Tout à l'heure, Loïs parlait du fait que ce sont des bons mecs et que ça posera pas de problème dans le vestiaire. Je me méfie quand même de ça. Parce que je pense qu'on va en parler avec Moussa Dembélé. C'est des joueurs qui veulent jouer et qui n'ont pas pour objectif de rester à l'OL toute leur carrière, malheureusement. Donc ça va créer des tensions en cas de mauvais résultats, tout ce beau monde. Mais les milieux, contrairement à Dembélé, les milieux, ils vont, même s'il y aura que 40 matchs cette année, ils vont quand même jouer parce qu'ils vont profiter à fond des 5 changements aussi. En fait, ça change un peu la donne. C'est-à-dire que on fait quasiment plus jamais un match sans rentrer. Et donc, si tu fais 2 matchs d'affilée, 30 minutes, une titularisation, ce qui devrait être, on va dire, le rythme de Mendes, par exemple, certes, il préférait tout le temps, mais en fait, on pourra pas dire qu'il est au placard parce qu'il aura participé. Enfin, tous les 3 matchs, il aura fait 1 heure, 180 minutes sur tous les 3 matchs en moyenne, quoi. Donc, il aura ses 60 minutes de moyenne par match. Je suis d'accord avec toi sur ça. Avec les 5 changements, t'es quand même relativement impliqué. Donc, je suis assez d'accord avec toi sur ça, mais il faudrait encore que les changements soient faits de manière assez logique. Quand tu fais rentrer des défenseurs comme Barr ou De Chiglo sur le match, alors que c'est un match que tu gagnes, faudrait que on va parler par exemple de Cherki, etc., mais il faudrait que tu m'expliques en tout cas pourquoi tu fais ces changements-là, dans quel objectif. Est-ce que tu as peur de te faire remonter à un avantage de 3 buts en une mi-temps ou je sais pas quel est l'objectif de Garcia avec ces changements-là en tout cas. Donc c'est encore une fois, nous on est là, on parle, etc. Et je pense qu'on est assez d'accord tous les 4. C'est savoir après comment Garcia lui voit les choses et comment il va gérer cet effectif. Et on a eu comme exemple dans le passé, plus Garcia avait de joueurs à sa disposition, plus c'était une donnée qu'il arrivait mal à gérer et ce qui, on va dire, courait un petit peu à sa perte au final dans toutes les équipes qu'il a eu à gérer. Le mot de la fin pour Loïs, si tu veux terminer là-dessus, comme tu veux. Le truc, c'est qu'on a un bel effectif, mais que je suis sûr que ce sera très mal utilisé, qu'on va être rempli de frustration et que les meilleurs joueurs joueront pas et que ça va être un enfer à faire tourner et qu'on va encore râler toutes les semaines parce qu'on voit rien. Voilà. Tu penses que Rudy Garcia est capable de gérer cet effectif ? Le gérer pour que ça gueule pas. Gérer, je veux dire dans le temps de jeu, savoir accorder du temps de jeu un peu à tout le monde pour que tout le monde puisse être heureux, on va dire, au sein de l'effectif. Pour répondre à ta question, on menait 4-1 contre Monaco. Il a fait rentrer De Chiglo et Barr. Jean-Lucas et Ryan Cherki n'ont pas eu 1 minute. À partir de là, moi, j'attends plus rien de Rudy Garcia sur ce point-là. J'ai compris que de toute façon, il doit lancer des dés sur le banc. Il doit faire. Alors aujourd'hui, ce sera le 28. C'est qui le 28 ? C'est toi. Tu rentres. De toute façon, merci Loïs. Merci pour. Écoute, merci. Ça donne envie. On va passer à l'avant-dernière rubrique de l'émission. T'en parlais tout à l'heure, Maxime. On parlait bien sûr de Moussa Dembélé. Moussa Dembélé, c'est 3 titularisations sur les 10 derniers matchs. Hier, il a fait son 100e match et il aura mis 44 buts jusque là. Pas fou, mais en même temps pas si dégueu que ça pour notre numéro 9. Bien évidemment, on attend tous un peu plus de la part de notre numéro 9, Moussa Dembélé. Jusque-là, Pierre, qu'est-ce que tu penses de Moussa Dembélé ? Je pense qu'on est d'accord déjà pour dire qu'il est dans une mauvaise confiance totale en ce moment. Ça se voit à travers l'action qu'il rate hier. Bon, il prend un peu la balle sur le genou, il peut pas faire grand-chose, mais j'ai pas l'impression que ce Dembélé-là aurait réussi à convertir cette action-là. Je ne sais pas si tu vois de quelle action je parle. Je pense que si. Qu'est-ce que tu si, parce qu'il
J'en pense que c'est pas vraiment un attaquant pour l'OL, parce que c'est pas du tout dans la tradition du club d'avoir ce genre d'attaquant. Vraiment, les attaquants de l'OL, comme disait Jean-Christophe. C'est des petits qui pourraient jouer meneur. Et d'ailleurs, c'est marrant que du coup, le titulaire en neuf par la force des choses, à savoir Memphis, et un mec qui est un faux neuf, tu vois. Mais quasiment, alors que voilà, c'est la tradition de l'OL. Je veux dire, de Dinalo à Benzema, Lacazette, Sonny Anderson, Licha, c'est que des neufs qui sont un peu 10 dans leur tête. Donc c'est pas le cas. Mais en revanche, ça aurait été un scénario absolument parfait s'il n'y avait pas eu la crise, parce que en fait, c'est un joueur qui est arrivé pour être vendu 2 ans après avec une bonne plus-value. C'est exactement ce qui allait se passer avant le Covid. Et il a fini, voilà. Lui, il aura pas marqué l'histoire du club, mais il n'a pas du tout été mauvais. Il a été meilleur buteur les 2 saisons où il était là. Enfin, je veux dire, il a fait tout ce qu'on lui a demandé et il allait faire tout ce qu'on lui demandait, à savoir aussi rapporter de l'argent, et ça en a décidé autrement. Du coup, effectivement, cette 3e saison, elle ressemble vraiment à une saison de trop, parce que c'était celle qui n'était pas du tout prévue dans le scénario. Ça va être dur pour lui, parce que à part le 4-2-3-1 avec Memphis et lui en neuf, enfin Memphis derrière lui, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de scénarios qui lui sont favorables sur le papier, sachant que Memphis, il faudra vraiment qu'il soit très très mauvais longtemps pour perdre sa place, et que même dans le cas du 4-2-3-1 j'évoquais, ça peut très bien être très bien penser aussi que ça peut être Aouar ou Paqueta derrière Memphis. Donc je pense qu'il va galérer, et en plus du coup ça lui fout une énorme pression sur chaque occasion, y compris une occasion à 4-1 qui serait là juste pour le remettre en confiance, quoi. Mais ce qui est assez fou, c'est que ce même gars, Moussa Dembélé, qui n'a pas marqué depuis 9 matchs, c'est ce que Statout me dit sur le chat d'ailleurs, Statout que j'embrasse, 9 matchs sans marquer, mais c'est quand même le même mec qui nous a mis un doublé en quart de finale de Ligue des Champions contre Manchester City. Et c'est là où on se dit que, enfin moi en tout cas, quand je l'ai vu marquer ce doublé, je me suis dit mais là il va reprendre confiance, ça y est, on va réavoir droit à notre Moussa Dembélé, à celui qui va nous mettre son quota de but en Ligue 1. En tout cas moi quand il est arrivé, c'est le type de joueur auquel je m'attendais. Je m'attendais pas forcément à un joueur qui s'acclimate extrêmement bien à l'OL, mais je m'attendais quand même à un joueur qui nous met sa 15aine de buts par saison minimum, quoi. Et c'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe. Comment est-ce que toi tu peux l'expliquer, Loïs, sachant que voilà, comme je l'ai dit, on a eu quelqu'un qui a marqué un doublé en quart de finale de Ligue des Champions, mais qui n'a pas marqué depuis 9 matchs en Ligue 1. C'est-à-dire que Moussa Dembélé, c'est un attaquant, si tu joues pas pour lui, c'est compliqué. Le problème, c'est que Dembélé, il est fort où ? Il est fort. Si tu lui mets des centres dans la surface, il a une très bonne présence physique et un très bon jeu de tête. Or, on a des centreurs qui sont nuls. Donc, c'est très difficile pour lui d'avoir des bons ballons. Il est bon si tu le sers dans la surface. Le seul problème, c'est quand il est aligné, il est obligé de redescendre et il doit jouer en pivot, c'est-à-dire dos au but pour construire. Ce qui fait que derrière, il est plus devant pour recevoir les ballons. Donc, c'est compliqué pour lui d'aller faire quelque chose. Et on a essayé de le faire jouer en profondeur, sauf que il est puissant, il a une pointe de vitesse, mais bon, c'est pas Usain Bolt, quoi. Je veux dire, il se débrouille, mais c'est pas sa qualité. Donc en fait, depuis qu'il a signé à l'OL, il y a eu des périodes où on a réussi à créer quelque chose autour de lui et à essayer d'avoir un système qui fasse que ce soit lui la clé du jeu devant. Mais ça fait quelques mois que c'est pas le centre d'intérêt, et on joue pas pour lui. On le met parce que il arrive à se démerder des fois à mettre des buts, donc on se dit il faut quand même le faire jouer, machin, etc. Plus-value, tout ça. Mais vu qu'on joue pas pour lui et qu'il était obligé de se démerder, c'est compliqué, parce que techniquement c'est pas le meilleur qu'on a dans l'effectif. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est compliqué quand on lui demande de faire des choses. Et forcément, on voit que les choses négatives. Donc, forcément, on va dire qu'il est pas bon, parce qu'il est pas bon, c'est malheureusement un fait. Et il gamberge, il a plus de confiance, il joue plus, etc. Et du coup, c'est compliqué. Mais malheureusement, j'ai envie de dire, là, dans la situation dans laquelle est l'OL, c'est impossible de le remettre, parce que ça voudrait dire rechanger un peu tout, refaire pour que ce soit pour lui. Et je vois pas comment on peut tout changer pour que ce soit lui le point d'orgue, sachant qu'il y a t'as Memphis, t'as Aouar, t'as Paqueta, t'as Toko, t'as Kadewere qui arrivent à un peu bien jouer ensemble, qui commencent à trouver des combinaisons, etc.
Donc là, malheureusement, j'ai l'impression qu'il est au placard et ça va être très compliqué pour lui d'en sortir et de réussir à sortir la tête de l'eau. Il a pas de bol, je pense que c'est une question de timing aussi. Hein. Enfin, certes, il a un peu perdu sa réussite à un moment, mais je veux dire juste que c'est surtout pour moi, c'est qu'il a plus trop de place dans l'équipe type et que du coup, j'ai aucun doute si c'était lui qui devait jouer toute la saison, j'aurais aucun doute sur le fait qu'il mettrait ses 15 pions. Mais je pense qu'il n'aura pas trop l'opportunité de le faire. Je serais pas étonné qu'il parte cet hiver d'ailleurs. Est-ce que vous pensez pas plutôt, parce qu'il y a quand même une remarque qui est très intéressante de Tête d'Ampoule sur le chat, d'ailleurs Tête d'Ampoule super pseudo, qui nous dit il voulait partir, mentalement il est plus là. Mine de rien, c'est pas bête. C'est vrai que ça tient la route le fait qu'il n'ait pas marqué depuis autant de matchs, même l'année dernière, hein, c'était vraiment pas foufou. Est-ce que toi, Maxime, par exemple, tu penses pas qu'il avait la tête ailleurs, qu'il était que dans sa tête il allait signer dans un autre club, que c'était déjà fait ailleurs et que du coup peu importe ce que je fais à l'OL, de toute façon je m'en vais, et au final c'est pas ce qui s'est passé, tu vois. Oui et non, parce que ça peut vraiment être le cas. Par exemple, un joueur comme Memphis, si aujourd'hui Memphis, imaginons, sous-performe, je me dirais vraiment parce que le transfert avorté au Barça ou par exemple celui de Houssem Aouar à Arsenal, ça, comme ils sont vraiment proches d'un club, c'est là où ça peut vraiment causer un problème. Par rapport à Moussa Dembélé, peut-être que la difficulté, elle est plus pour lui personnelle dans le fait que on l'a vu peut-être trop beau. Lui, c'est sûrement vu trop beau parce qu'on a parlé de lui un moment à Manchester United, aussi à Chelsea. Et il s'était peut-être dit que voilà, cet été, il allait partir dans l'un de ces deux clubs. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Mais le problème pour moi de Moussa Dembélé, c'est que dans un effectif comme nous, il est incompatible avec le meilleur joueur de l'équipe. Pour moi, le bonheur de Moussa Dembélé, il peut se faire que si il arrive du malheur à Memphis et inversement. Donc la seule chose qui pourra sauver la saison de Moussa Dembélé, en tout cas à l'Olympique Lyonnais, c'est que Memphis parte cet hiver. Par exemple, parce que Lyon a besoin de récupérer une indemnité sur Memphis et que le Barça arrive cet hiver en faisant une nouvelle offre. Et pour que Memphis puisse jouer la Ligue des Champions cette saison, c'est pour moi la seule chose qui peut sauver Moussa Dembélé à l'OL, c'est que Memphis s'en aille en cours de saison. Sinon, oui, si Memphis s'en va pas cette saison, je le vois pas passer toute la saison sur le banc. Donc, il partira cet hiver, mais dans un club qui aura un standing beaucoup moins élevé que celui, je pense, auquel il prétendait, en tout cas cet été ou en tout cas avant le mercato d'été. Donc le point noir principal pour moi, c'est une incompatibilité entre ces deux joueurs. Aujourd'hui, Memphis, je pense qu'il est dans une version du Memphis qui va faire énormément de bien à l'OL et beaucoup de mal en Ligue 1. Avec un niveau et une motivation qui va être présente à chaque match, comme on l'a rarement vu. En tout cas, c'était le point qu'on critiquait souvent chez Memphis, c'était son implication à tous les matchs. Là, je pense que Memphis, tous les matchs, il sera à 200% parce qu'il a des objectifs en sélection et des objectifs de trouver un club le plus haut possible pour sa carrière. Donc, ça sent très mal ça sent vraiment pas bon pour Moussa Dembélé. Donc, je pense pas qu'il ait eu la tête ailleurs. Je pense vraiment que c'est une question, comme a dit Pierre, de timing. Aujourd'hui, il se retrouve bouché parce que le timing a été mauvais et c'est la principale victime de ce timing-là. Après, il y a un truc que tu as dit qui était intéressant, c'est qu'il y avait United et Chelsea qui étaient sur lui. Et c'est un joueur qui a jamais caché l'envie d'aller en Première Ligue. Déjà à l'époque du Celtic, quand il y était, c'était son ambition. Il voulait aller en Première Ligue. Et quand il arrive avec Rodgers, je pense qu'il se dit que voilà, il veut performer. Il sort du centre de formation, il sort de Fulham, où il se fait ramener par le Celtic, et il se dit, voilà, si je performais avec le Celtic, Rodgers connaît du monde, je pense que c'était le plan. Il signe à l'OL, parce que je ne sais pas pourquoi il signe à l'OL, est-ce qu'il y avait personne en Angleterre qui le voulait, est-ce que c'était pas le bon moment, est-ce qu'il était trop jeune, je ne sais pas. Mais voilà, il signe à l'OL, mais je pense que dans sa tête, voilà, il a toujours gardé la Première Ligue, parce que ça fait rêver tout le monde, l'argent, les stats, tout ça, voilà, je passe tout ça. Et je pense que ça lui a quand même mis un coup, parce que comme il y a aussi le coup de malchance qui fait que je pense qu'il devait partir la saison là cet été sans Covid, et que je pense qu'il aurait été largement dans une équipe de Première Ligue. Je pense qu'il avait largement le niveau. Et je pense que le fait que ça se fasse pas, qu'il passe à côté, qu'en plus il voit que le système se fait sans lui, etc. Je pense que tout enchaîné, je pense que ça lui a pas fait du bien. Ça lui a clairement pas fait du bien. Surtout qu'il est plus avec les espoirs, donc
encore quand il était avec les espoirs, il marquait, donc ça lui permettait d'être en confiance. Là, il y est plus et il n'est pas appelé avec Léa parce qu'il n'est pas en forme avec l'OL, donc il est en plus dans une spirale où il y a même plus cette espèce de bulle de sélection qui lui fait du bien. Là, clairement, je dirais pas qu'il est au fond du trou, c'est exagéré, mais vraiment, il est dans un creux. Et si je suis l'OL, je préfère garder Memphis et le laisser partir à l'été et vendre Dembélé cet hiver plutôt que l'inverse. Parce que je sais que Memphis, il va montrer des choses, il est capable de beaucoup plus de polyvalence dans le jeu. Moussa Dembélé, il faut un système pour lui et sinon, ça va être très compliqué. Et quand tu reviens sur la saison dernière, par exemple, où c'est pour ça que je disais que le malheur de l'un fait le bonheur de l'autre, quand Memphis se blesse, ça met en avant Moussa Dembélé et on n'en a jamais autant parlé comme d'un joueur qui était capable d'aller jouer dans un gros club de Première Ligue et potentiellement avec l'équipe de France A. Donc pour lui, là, c'est un enchaînement qui ne doit pas être facile du tout à gérer dans un point de vue mental. Enfin, ce qui est affreux pour lui, c'est que ça arrive dans une carrière, à un moment, on se retrouve plus ou moins remplaçant. Enfin voilà, ça retourne un peu. Sauf que là, il se retrouve déclassé dans un club qui ne joue pas la Coupe d'Europe et qui est plutôt globalement médiocre, championnat. Donc en fait, on se dit, de l'extérieur, ça pourrait vraiment donner, Manchester voulait ce mec-là, Tottenham voulait ce mec-là, alors qu'il est remplaçant dans une équipe pétée de Ligue 1. Donc effectivement, il a subi un double déclassement sans le vouloir. Et puis après, c'est pareil, il s'est un peu fait avoir, entre guillemets, sur la marchandise, c'est qu'il est un peu comme Memphis, c'est-à-dire c'est des mecs, on leur a dit, bon, écoute, viens, tu vas jouer à la Ligue des Champions tous les ans, et là, ils se retrouvent dans un club qui joue plus pas la Coupe d'Europe. Écoutez, sur Moussa Dembélé, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que voilà, cette saison, c'est un flop. Hein. Il joue très peu et quand il joue, c'est pas très convaincant. Je pense qu'on est d'accord aussi pour dire que ça va être très, très compliqué pour remonter la pente. Évidemment, il n'est pas au fond du trou. Je pense que personne n'est vraiment au fond du trou à partir du moment où il y a un espoir. Je sais pas si lui, il en a des espoirs, mais en tout cas, je lui souhaite parce que vraiment, va vraiment falloir bosser pour montrer autre chose. Comme tu l'as dit, Pierre, c'est pas un attaquant qui est dans le profil, c'est pas un attaquant qu'on a l'habitude de voir. Le type d'attaquant, c'est pas l'attaquant qui participe au jeu, qui peut créer une action offensive. Enfin bref, tout ça pour dire que je suis pas convaincu sur Moussa Dembélé. On va quand même passer à la dernière partie de ce Gonecast avant de nous quitter. On va parler du prochain match de l'OL, bien sûr. Ce sera contre Lille, à Lille d'ailleurs. Lille qui est solide première ex-aequo avec le PSG, mais qui a un point commun quand même avec l'OL, c'est que leur numéro 9 ne performe pas. Je parle bien sûr de Jonathan David qui n'a toujours pas ouvert son compteur en Ligue 1, qui rate d'ailleurs des occasions assez flagrantes. Je pense à leur entrée en matière en Europa League. Pierre, toi, est-ce que tu as un pronostic rapidement sur ce match contre Lille? Ça peut être un match serré, mais est-ce que tu penses que l'OL quand même peut faire la différence? Non, pas trop. Non, mais je vois vraiment Lille un peu favori de cette rencontre, sachant que les Lillois vont pas faire le jeu. Alors, ils sont capables de le faire, mais ça reste quand même une équipe. Nous, ils sont capables, hein, c'est sûr. Non, mais en revanche, ils vont pas s'ouvrir. Ça, si tu veux, c'est pas trop Galtier va pas nous faire une Kovac a priori. Ou alors ce serait une première en 500 matchs. Mais et puis voilà, c'est une équipe structurée qui va très vite. Enfin, je veux dire, qui a à peu près toutes les qualités des défauts de l'OL, quoi. Donc après à voir, c'est-à-dire que on n'est pas sur le dogcast, mais je trouve que c'est vraiment un match hyper important qui va définir ce que vaut Lille cette année, quoi. Je pense que si Lille bat l'OL, ça voudra dire que ce sera une très 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 grosse équipe du championnat. Et après, en termes évidemment, après l'OL peut toujours l'emporter. Et il suffit pour ça que Memphis et Aouar soit dans un grand soir et qui gagne le match tout seul. Ils l'ont déjà fait, ils peuvent le refaire. Mais je trouve que ça va être un match très compliqué. Ce qui fait que si l'OL le gagne, alors là, pour le coup, ça en ferait d'office le favori pour la deuxième place. Malgré un début de championnat complètement raté, tu pourrais gagner à Lille, ça te placerait
te placerait ton niveau. Et après, le truc, c'est que il y aurait toujours les mêmes questions, parce qu'on peut très bien imaginer l'OL battre Lille en ayant fait un match pas convaincant, et donc toute la gonosphère de continuer à dire merde, on joue mal, on va finir par se planter, et en te retrouvant troisième en ayant gagné sur le terrain d'un concurrent direct. Donc ça c'est le truc très optimiste pour l'OL, mais je n'y crois guère, et je joue pas au pronostic, mais je vois bien Lille gagner, je sais pas quoi, 2-1. Tu vois. Loïs? Bah, il y a un truc, c'est que Lille joue en Europa League du jeudi, ils reçoivent le Celtic. Alors, ça va, ils ont de la chance, ils reçoivent le Celtic. Le Celtic est nul en ce moment, donc. Ah non, mais il n'y a pas besoin. Milan, ça reste fort. Je les suis un peu dans leur championnat national. Ils ont des très gros problèmes de défense. C'est assez abyssal en ce moment. Il y a beaucoup de craintes autour de Neil Lennon, etc. Donc ça va être un match où eux, ils vont être obligés de tout donner. Si Lille est à son niveau, normalement, le Celtic doit perdre. Donc c'est un match où ils doivent engranger de la confiance, Lille. Donc on risque de jouer une équipe peut-être un peu fatiguée, mais normalement avec de la confiance. Ça tombe bien, nous on a de la confiance et on sera pas fatigué puisqu'on joue pas l'Europe. Après Lille, on sait très bien que c'est une équipe traquenard dans le sens où dans plein de scénarios où on est favori, on est bien, on va toujours paumer contre eux. Donc c'est une équipe, ça va être chiant, ça va être très chiant. Je suis désolé, je suis un peu vulgaire, mais ça va être très chiant d'aller jouer là-bas et de voir le match parce que comme l'a dit Pierre, Galtier c'est solide derrière, etc. Et ça procède vite en contre. Donc je pars pas confiant. Surtout qu'en plus, le match contre Lille, d'accord, il est là, mais dans 2 semaines, c'est le derby. Et on sait très bien que si tu perds contre Lille et que tu gagnes le derby, tout le monde aura oublié Lille. Alors que pourtant, Lille, c'est important. Donc bon, là, je pense qu'on va perdre. Je pense qu'on perd pareil, 2-1. Je trouve que c'est un bon score. Il mène 1-0, on égalise sur un exploit de Memphis et on prend un but à la 75e parce qu'on défend avec le cul. Et voilà. Non, mais on le voit tous venir. On a tous vu ce scénario plusieurs fois, donc on serait même plus étonné, tu vois. Après, Lille a perdu le Rémy quand même. Pardon. Ouais, mais bon, c'était une chance quasiment, parce que du coup, ils ont récupéré Yilmaz. C'est vrai qu'Yilmaz, en ce moment, il fait mal. Il est pas mal chaud et il a l'air un peu plus complet. Et comme quoi, on peut peser sur les défenses et être bon au foot aussi. Non, mais à part juste pour atténuer un peu ce que tu disais, ouais, ils jouent jeudi, donc t'as raison, Edwin, ils peuvent engranger de la confiance, mais en plus ils ont un effectif assez large, donc ils peuvent tourner sans que ça perturbe vraiment leur fonctionnement, tu vois, notamment devant, et tous les postes sont doublés avec des mecs plutôt au point. Donc même l'argument de la fatigue est pas forcément bon, sachant que en plus c'est très bien quand l'OL prépare à une semaine pour préparer ce match. En général, il le joue moins bien quand il a joué 3 jours avant. Donc, Puis s'il y a bien un club qui peut relancer Jonathan David, c'est quand même bien nous aussi. Hein. Ah, c'est sûr. Enfin, le lancer déjà, c'est bien. Oui, déjà le lancer, oui, tu as raison. Ouais. Ton pronostic. Jonathan David contre Marcelo. Maxime, ton pronostic. Très rapidement, je pense que je vais rejoindre l'avis de Pierre et Loïs. Enfin, pour moi, je vois Lille favori, mais c'est déjà pour moi peut-être le match le plus important pour le championnat, parce que tout à l'heure Loïs disait que Lyon doit finir 2e, c'est la place du Dauphin, celle qui nous doit être désignée à l'Olympique Lyonnais à l'avance. Sauf que c'est Lille qui nous chatouille le plus, en tout cas. Je trouve que c'est le prétendant à cette 2e place qui est le plus sérieux, avec le plus d'arguments. Donc, il va vraiment, la phrase bateau, mais il va pas falloir se louper dimanche soir. Mais surtout, ça va être un adversaire qui nous embête sur nos points faibles, comme Pierre l'a très bien dit. Donc, je mettrai quand même Lille devant pour l'instant. Mais encore une fois, c'est très difficile à prédire tout ça. Il suffit que les individualités de l'OL soient dans un très bon soir. Et quand des joueurs de ce niveau-là, comme Memphis ou Sem, sont dans un très bon soir, c'est des joueurs avec une classe internationale que Lille n'a pas. Donc, ils peuvent nous sortir un match qui nous permet de gagner ce match. Mais je vois Lille quand même collectivement, et en tout cas dans une suite plutôt logiquement favori du match. Ouais, et ce que tu as dit, c'est plus juste. C'est quand je dis et quand on dit qu'on voit Lille gagner, c'est pas un troll. C'est la vraie bonne formule. T'as raison, c'est Lille est favori. En fait, pour moi, c'est ça. Lille est favori de ce match sur la dynamique, sur les certitudes dans le jeu et sur la confiance des individualités.
juste le fait d'être à domicile, quoi. Et en plus, il y aura toujours le moyen de trouver une excuse, c'est-à-dire, on vient de gagner chez nous une affiche 4-1 contre un des gros du championnat, et pour nous, le gros match la semaine prochaine, c'est le derby. Donc, on peut penser qu'effectivement, l'implication, elle sera encore plus élevée du côté des Lillois. Mais bon, c'est pas une question d'implication, je te dis, c'est plus une question de certitude dans le jeu, qui fait que Lille a le statut objectif de favori avant la rencontre. Et je pense, tout comme nous aussi, pour finir sur ça, Lille a besoin de retourner en Ligue des Champions. L'Europa League, pour eux, je pense que ça reste un échec de terminer 3e derrière Rennes, qu'on n'attendait pas à ce niveau-là. Donc eux, tout comme nous, ont besoin de retrouver la Ligue des Champions pour leurs finances et leurs projets. Donc je pense que c'est un match. S'ils devaient prioriser un match dans la semaine, je pense qu'ils mettraient plutôt la priorité sur le match de dimanche soir que celui du Celtic. Écoutez, on est tous un peu pessimistes face à Lille, et j'en ai pas envie, mais je partage vos avis. Je vois très mal Lyon s'imposer à Lille, surtout que Lille, historiquement ces dernières années, ça a toujours été une équipe qui nous a beaucoup embêtés. La forme actuelle de Lyon et la forme actuelle de Lille, moi je donne Lille gagnant. Je vois même pas nul, je vois vraiment Lille gagnant, malheureusement. Malheureusement ou heureusement pour certains, cette émission touche à sa fin. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusque-là. Comme d'habitude, vous êtes toujours fidèles au rendez-vous. Ce soir, on était un peu moins, mais après, ce sont des choses qui arrivent. Il y a aucun souci. Je peux comprendre que ça n'intéresse pas tout le monde de débriefer un match de l'OL. Même moi, des fois, j'ai vraiment pas envie. Mais on essaie de vous fournir le contenu le plus qualitatif possible, et on espère que ça vous plaît. Merci à vous deux, Loïs et Maxime, de m'avoir accompagné comme d'habitude. Je suis toujours très bien entouré, quoi qu'il arrive. Merci Pierre de nous avoir accompagnés aussi ce soir. Merci beaucoup, c'était cool. Évidemment, t'es le bienvenu pour une prochaine émission. Et d'ici là, évidemment, avant de nous quitter, je dois remercier Alex, qui est notre réalisateur. Alex, que je remercie trop souvent, que j'oublie de remercier trop souvent dans cette émission. Alex qui nous a fait un super nouveau visuel depuis la semaine dernière. Franchement, moi, je sais pas vous les gars, mais moi trop fort. Je suis vraiment Alex trop fort. Voilà, franchement, il n'y a rien à dire. Alex trop fort. On espère que l'OL le sera dimanche prochain. Et d'ici là, on se dit à lundi prochain. Salut les gones. Ciao.